La dernière fois que l'OM a remporté un match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'était face au Sporting et c'était en 2022. Et si on va chercher un peu plus loin, eh bien la victoire à l'extérieur avant, elle remonte au 6 décembre 2011, il y a 14 ans, une éternité, c'était face à Dortmund. L'OM se déplace à Bruxelles pour affronter l'Union Saint-Gilloise, actuellement leader du championnat belge. L'OM est troisième de Ligue 1. Est-ce que ça va le faire? Après la défaite face à Lille où on n'a rien vu, le néant, l'OM est dos au mur, l'OM doit réagir. Les amis, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver dans des conditions un peu particulières. Je suis pas dans le studio mais on va bosser, je suis actuellement à Paris pendant 3 jours pour le salon de la Creator Economy. Ce soir je serai à la soirée TikTok au Creator TikTok Awards justement pour grandir et grâce à vous. Donc les amis, merci pour la force, merci pour vos likes, merci pour vos soutiens et également pour votre boost sur cette vidéo. On va revenir sur l'actu de l'OM, on va revenir sur la data room de l'Union Saint-Gilles, ma compo, et ouais, quelle compo on va mettre en place pour justement cette rencontre, mes attentes et mon prono en fin de vidéo. Un mot également sur la conférence de presse de Roberto De Zerbi qui aura lieu à 18h30 ce lundi. Donc je vous retrouverai sur Insta pour les dernières informations partagées par Roberto De Zerbi et peut-être demain, ce mardi, un jour de match. Alors, on va revenir sur l'actu de l'OM, la double peine. Ouais, la double peine parce que l'OM a perdu donc à Lille et voit Lille revenir à la 3e place de Ligue 1. Il n'y a pas grand-chose à ressortir de cette rencontre. Évidemment, vendredi soir, lors du débrief, je suis revenu sur la conférence de De Zerbi. C'est une des plus courtes conférences de presse de De Zerbi avec l'OM. Il y a eu 8 minutes 50 de partagé en conférence de presse. Il vaut mieux se taire. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que samedi matin, je ne vous ai pas fait de débrief à froid, il n'y avait rien à ressortir de cette rencontre, si ce n'est peut-être le seul moment où on a cru pouvoir rentrer dans la rencontre, c'était l'action de Mason Greenwood. C'est véritablement le néant. Maintenant, il vaut mieux se taire, mais on a un Roberto De Zerbi effectivement qui est dans le dur. C'est la Provence qui dit ça, parce qu'on a le sentiment que il a du mal à trouver parfois un second souffle. J'ai vu pas mal d'observateurs dire qu'il manque un socle commun à cette équipe, une colonne vertébrale, et c'est vrai. Maintenant, ce qu'on peut aussi analyser, c'est que quand Højbjerg n'est pas là, même si on n'est pas totalement satisfait des performances de l'international danois, il manque beaucoup à ce milieu de terrain. Et quand tu finis la rencontre avec 4 jeunes, alors c'est gratifiant évidemment pour les jeunes et pour le centre de formation, mais tu sens que tu es à la limite de la rupture. Alors, il a un mauvais bilan contre le top 6, c'est ce que j'avais dit dans l'avant-match face à Lille. On a seulement gagné contre le PSG, on est bon face aux faibles, mais on est moins bon face aux forts, notamment à l'extérieur, et ça compte. Ça compte dans cette actu de l'OM. Alors, la Provence fait également l'analyse des récurrentes erreurs. Et c'est vrai que quand tu regardes les 14 buts mis en avant, encaissés sur les 21, certes, on est la 2e meilleure défense de Ligue 1, 3e meilleure défense de Ligue 1, mais ils font l'état de justement des 6 buts où on couvrait à la limite du hors-jeu, les deux grosses erreurs de Naïef Aguerd contre Angers et contre Toulouse, la touche longue contre Toulouse. Kondogbia, oui, ça c'est la touche contre Toulouse, les 2 buts contre notre camp, contre Pavard et Balerdi, les 2 pénaltys bêtes encaissés, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'erreurs individuelles, et notamment les noms qui sont cités. Quand je vois Balerdi, quand je vois Aguerd, quand je vois Rouli, quand je vois Kondogbia, quand je vois Pavard, je me dis, ce sont ces cadres-là, notamment, qui doivent aider les jeunes, qui doivent apporter leur expérience. Et si on n'a pas cette expérience qui paye, c'est sûr qu'on se retrouve avec de grandes difficultés. Alors, quand on veut maintenant rentrer dans la data room, avant de rentrer dans la data room, c'est faire le bilan de cette journée de Ligue 1, on fait la très mauvaise opération, c'est clair. Quand tu vois que le PSG a gagné, que Lens a été gagné à l'extérieur, même si Lyon a perdu, au classement, tu te dis que d'une course à 3 pour aller chercher cette place qualificative à la Ligue des Champions, on passe à une course à 4 et c'est chiant. C'est chiant parce que tu pouvais mettre Lille à 6 points et avoir un vrai trou de fait avant d'aller affronter Monaco.
affronter Monaco, qui sera évidemment un match important qu'on suivra dimanche. Alors, dans cette analyse, eh ben, on va se projeter maintenant sur l'Union Saint-Gilles. L'Union Saint-Gilles qui a un lien avec l'OM, puisque je l'ai appris ce matin, dans l'équipe du jour, l'OM qui a disputé son premier match de Coupe d'Europe en 1962 en Coupe des Villes de Foire face à cette Union Saint-Gilles. Et s'il y a des similitudes entre les deux clubs, parce qu'il y a des chants de supporters de l'Union Saint-Gilles qui sont très proches, voire identiques que ceux de l'OM, c'est que parmi les premiers groupes de supporters qui ont été créés du côté de l'Union Saint-Gilles, ce sont des Marseillais qui ont créé ces groupes de supporters. Et donc il y a évidemment une notion amicale, un match qui se disputera dans le stade d'Anderlecht. Et ça, c'est un point important, puisque les supporters d'Anderlecht et les supporters marseillais sont vraiment pas proches. Et donc, le match est classé à haut risque. Donc, je vous appelle supporters marseillais qui seront présents à Bruxelles à la plus grande vigilance, justement, pour éviter toute période négative là-bas. Alors, l'information importante, c'est que Højbjerg sera de retour. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui dans le groupe. Entraînement qui a lieu actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Et maintenant, on va se projeter sur l'Union Saint-Gilles. Donc, c'est un match importantissime parce qu'on a tous les deux 6 points. Et c'est malheur au vaincu, clairement. Malheur au vaincu parce que si tu gagnes, en gros, cette rencontre, tu es quasiment qualifié pour les playoffs. Parce que je sais qu'on en est loin, il reste 3 matchs, il reste 12 points à prendre. Mais ces 9 points permettent quasiment, en fonction des résultats qui auront lieu après contre Liverpool et Bruges, de te qualifier pour les playoffs. Alors, il restera 2 matchs à jouer, mais la victoire, elle est décisive, quasiment décisive. Et elle l'est pour nous comme elle l'est pour l'Union Saint-Gilloise. On verra ça évidemment précisément par la suite. L'Union Saint-Gilles qui reste sur 2 résultats négatifs, une défaite face à Anderlecht, un match nul face à la Gantoise, mais sur une victoire face à Galatasaray. Ça, c'est un point important sur lequel on va revenir spécifiquement en termes d'image, et surtout aussi une défaite contre l'Atlético de Madrid. Quand tu fais l'analyse en fait de cette Union Saint-Gilles en Ligue des Champions, tu as une équipe qui fait le beau temps et le beau jeu à l'extérieur, victoire à Eindhoven. Défaite contre l'Atlético Madrid, mais victoire quand même contre Galatasaray. Et quand tu joues à domicile, il y a eu 2 défaites cinglantes contre Newcastle et contre l'Inter. Alors si on avait vu les images face à Newcastle, pour analyser le Newcastle, les forces de Newcastle, là on va regarder les images du match face à l'Inter, et vous allez le voir, le score, il est flatteur pour l'Inter. Alors, ils sont leaders du championnat, meilleure attaque, meilleure défense. Maintenant, en Ligue des Champions, c'est différent. On l'a dit, victoire à Galatasaray, ça c'est un gros coup parce qu'il faut aller gagner là-bas. Mais c'est une équipe qui semble plus agile à l'extérieur qu'à domicile. Donc, comment nous, on va se comporter face à elle? Ça, c'est un point important qu'on va voir tout de suite avec les premières images. Et quand tu regardes, on va voir pêle-mêle les forces et les faiblesses dans ces rencontres. Quand tu regardes le début de match de l'Union Saint-Gilles face à l'Inter, déjà tu as une marque de fabrique qui ressemble beaucoup à ce qu'on aimerait faire et voir à Marseille, à savoir la construction basse avec une projection rapide vers l'avant. Ça construit sur le trio défensif. Ah oui, je n'ai pas dit en tactique, ils sont en 3-4-2-1 majoritairement. Et ensuite, on va se projeter sur le côté, aspirer l'adversaire et lancer Promise David devant, qui va gagner son duel et qui va se retrouver devant Yann Sommer et qui va frapper. Je ne sais pas si vous voyez bien cette action, mais c'est un schéma qu'on a pu vivre contre nous, notamment face à Toulouse, et c'est un schéma qu'on aimerait bien mettre en place de notre côté. Et surtout, 2e minute de jeu. Je vous passe les détails des buts encaissés dans le premier quart d'heure de cet OM à travers différentes erreurs, ou même le but encaissé dans les 30 premières minutes. J'ai en tête Toulouse, j'ai en tête Newcastle, j'ai en tête Lille. Ça fait beaucoup. Et le début de match face au Real et face au Sporting, c'était délicat. Donc il va falloir être très vigilant. Sur corner également, ça c'est sur le prolongement de l'action. La balle va être sortie sur la ligne par le défenseur de l'Inter. Donc on est dans le prolongement de l'action et il va y avoir cette frappe de loin. Tiens, c'est marrant, ça marche bien les frappes de loin quand tu as un bloc bas. Là en l'occurrence sur corner, avec beaucoup de spontanéité, et Sommer qui va sortir le ballon. Quand tu regardes à la 30e minute, il y avait encore 0-0 face à cet Inter. Et regarde la densité qu'il y a dans la surface de réparation interiste. La densité offensive de l'Union Saint-Gilles, là il va y avoir de la maladresse de l'attaquant belge, mais derrière, ils ont su se procurer des occasions. Alors, quand une équipe est en difficulté, il y a des éléments clés que tu peux mettre en place pour marquer des buts.
frappé de loin, coup de pied arrêté. L'Inter, grande équipe, même si je ne suis pas fan de son nouvel entraîneur, Chivou, mais bon, ça paye. Et derrière, corner, la densité va amener je ne sais plus qui, mais c'est l'arrière droit de l'Inter à marquer et à ouvrir le score à la 40e minute. Voilà, 1-0, tu es en difficulté, tu as subi, mais tu marques quand même. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Et quand l'USG a voulu attaquer, ils se sont fait contrer. Mais là, en contre, il y a une force collective qui se dégage. C'est pas un joueur qui va essayer de faire la différence tout seul pour marquer. Il va utiliser ses coéquipiers. Et là, c'est Dumfries qui avait marqué, qui va se retrouver sur le côté, qui passe à Esposito. Esposito aura une touche de balle pour qui Lautaro Martinez 2-0. Emballé, c'est pesé. Le match est plié avant la mi-temps 2-0 en 2 situations. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Et c'est peut-être ça sur lequel on doit capitaliser. Quand tu regardes le match face à Galatasaray, cette équipe, elle va subir. Elle va subir. Et Galatasaray va faire quoi face à ce bloc bas? Va frapper de loin. Ici, ça va être détourné par le gardien qui fait 2,06 m. Et là, c'est le poteau qui va sauver l'Union Saint-Gilles. Mais bloc bas, resserré, ça nous embête. Et ils ont la faculté de nous embêter. Donc si nous, on est englués face à un bloc bas, ce serait bien d'apprendre à tirer de loin. C'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs. Et sur un corner, ils ont une vraie puissance offensive. Là, on a un milieu de terrain, je crois, qui fait 2 mètres, qui a repris le ballon de la tête et qui va mettre la balle sur la barre transversale. On se rappelle, contre l'Inter, il y avait eu cette occasion à la 2e minute, sortie sur la ligne. Là, on va avoir une projection qu'on aimerait bien mettre en place chez nous. Ça part de la défense et en une touche, on va remonter le ballon face à cette équipe de Galatasaray qui attaque. Et après, avec de la réussite, parce que là, cette passe, elle va être contrée. Le milieu de terrain belge va se retrouver dans la surface de réparation, mais va trouver un angle de passe super intéressant. Et regardez, on part d'une action défensive. En l'espace de 15 secondes, on va revenir ici au début, en l'espace de 15 secondes, on se retrouve dans la surface opposée et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 Belges dans la surface de réparation et 2 en soutien. Donc, en véritable équipe, et ils vont marquer, ouvrir le score ici et remporter la rencontre par la suite. Ils vont avoir des situations de marquer le 2e but, ils vont subir très peu de situations en 2e mi-temps et ils vont maintenir le score malgré la pression de jouer à Galatasaray. Donc, équipe à l'aise à l'extérieur, équipe qui a du mal à se rendre le match facile, mais qui peut être aussi efficace quand il le faut. Après, est-ce qu'on aura les armes justement pour faire la différence? C'est ce qu'on va voir avec la compo. Quelle compo on va pouvoir mettre en place face à cette équipe? Alors vous allez me dire, Chris, pourquoi tu nous remets une défense à 3? Tu le sais, ça ne marche pas. Ça marche moins bien. Là, c'est l'équipe que j'attends. Ce n'est pas l'équipe que j'aimerais mettre en place, c'est l'équipe que j'attends. Voilà. Donc, attendez la V2. La V2, c'est celle que j'aimerais voir en place. Donc, je me dis de Zerbi par rapport à tout ce qu'il peut dire en conférence de presse, soit il nous aiguille, il nous induit en erreur, mais quand il dit qu'Aguerd, il veut l'avoir dans son effectif, il l'a fait jouer à Lille, il l'a fait jouer face à Toulouse, je m'attends à le voir titulaire dans cette défense, et j'ai l'impression qu'il n'a pas fait le choix entre ces 3 défenseurs, Aguerd, Balerdi, Pavard, même si Pavard, je l'ai trouvé vraiment moins bien contre Lille, sorti énervé, mais bon, il pouvait être énervé que contre lui-même. Donc, vous commencez à voir se dessiner l'équipe que j'attends. Aguerd, Balerdi, Pavard, ça m'étonnerait que ce soit ça. Enfin, ça m'étonnerait pas que ce soit ça, mais je m'attends à ce qu'ils mettent ça. Emerson à gauche, piston. Wea à droite, piston. Vermeeren, Højbjerg. Greenwood, Peshao, Aubameyang. Pas de surprise devant. On est dans l'équipe qui a joué. Si Højbjerg avait été à 100%, je pense qu'il aurait été dans le groupe. Il aurait joué contre Lille. Là, c'était Kondogbia. Je suis pas contre cette équipe, mais c'est vrai que je vous l'accorde. Moi, c'est ce que j'aime, cette défense à 3, parce que derrière, tu te projettes devant et tu peux apporter le surnombre ici, avec Greenwood ici, avec Wea qui peut se retrouver là, avec Pavard qui monte ici. Et donc, dans ta construction, tu vas avoir un Peshao qui va prendre le côté, tu vas avoir un Merson qui va rentrer et tu as un Vermeeren ici qui se retrouve en électron libre. Tu apportes vraiment, dans la construction du jeu, beaucoup de puissance offensive à mes yeux. Et tu mets Greenwood dans les meilleures conditions justement pour pouvoir s'ouvrir le but. Mais, je vous l'accorde, à 3 derrière, c'est pas le schéma qui fonctionne le mieux. Maintenant, si on part à 4 derrière, je sors Aguerd, et ouais, je sors
le meilleur défenseur à mes yeux depuis le début de la saison côté OM, quand il joue à 100%. Donc déjà on restreint après les capacités. Je le sors parce que je ne le trouve pas justement performant sur ces dernières rencontres. Je remets Pavard dans l'axe, là où il était central droit contre Lille. Je fais rentrer Murillo pour mettre Weah un cran plus haut, pour mettre Greenwood en numéro 10 et pour mettre en fait cette défense à 4 et Greenwood le plus proche du but. Un équilibre peut-être meilleur dans cette équipe, la volonté de frapper de loin avec Peixao et Greenwood. Et c'est l'équipe qui me semble la plus adéquate justement pour aller chercher un résultat du côté de Bruxelles. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Alors, si je regarde maintenant les attentes que j'ai, on a un Roberto De Zerbi qui se retrouve en difficulté quand même, mine de rien. Parce que Roberto De Zerbi, dans cette Ligue des Champions, alors il a remporté 2 très beaux matchs contre l'Ajax et contre Newcastle, mais derrière, les moments où il a fallu faire la différence contre l'Atalanta et contre le Sporting, même si le Sporting, il y a cette expulsion subie, il n'a pas eu les bons choix pour moi sur ce match face au Sporting. Donc je ne vais pas rester fixé dessus, mais il est dos au mur. Et quand il dit la semaine dernière qu'il aimerait être présent jusqu'en mai pour jouer toutes les compétitions, on sait que c'est la volonté du sportif de haut niveau qu'il est. Maintenant, j'espère qu'il va réussir à transmettre les bons mots à tous ses joueurs et à ses leaders et à ses cadres pour qu'ils donnent quelque chose. Parce que le non-match contre Lille, moi perso, il me reste encore en travers de la gorge. Donc quels seront ces mots ? Rouli, je ne vais pas lui tomber dessus. Par rapport à tout ce qu'il a sauvé depuis une saison et demie, il est probablement le meilleur Marseillais encore présent à l'OM. Maintenant, il est moins inspiré. Contre Toulouse, je sais que ça peut être partagé, mais sa non-sortie, elle coûte peut-être 2 points à ce moment-là. Contre Lille, on se demande pourquoi il est sorti. Et je pense que dans son cerveau, il y a eu un moment, je sors pas, je suis pas sorti, je sors là, et les 2 fois, ça n'a pas payé. Donc, est-ce qu'on va retrouver un Rouli plus inspiré ? Je le souhaite, je l'espère, et je l'attends, naturellement. Parce qu'en Ligue des Champions, il a souvent répondu présent. Højbjerg, je l'attends également, parce que, vous le savez, je suis peut-être très dur avec lui dans sa lenteur, mais il monte en puissance dans chaque rencontre, c'est-à-dire qu'il est meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Et force est de constater qu'il est le catalyseur de ce milieu de terrain, parce que Kondogbia, Vermeeren, ça n'a pas fonctionné lors du match face à Lille. Et Højbjerg, il est peut-être l'élément qui manque. Et donc, vous le voyez, là, je parle des leaders. Rouli, Højbjerg. La question, j'en ai pas mis au milieu de terrain, en défense centrale, parce que je ne sais pas qui sera le titulaire. Mais c'est clair que si Balerdi, capitaine, est titulaire, on va l'attendre dans cette Ligue des Champions et en tant que leader. L'autre leader que j'attends, parce que il est bon depuis le début de saison. Certes, il a eu des moments de difficulté, peut-être entre le match justement, au courant octobre, et après il retrouve le chemin défilé contre Brest, mais en Ligue des Champions, il est présent. Et on le voit, le double buteur face à Newcastle, ça paye. Et 21 sur 20, sur 21 fois décisif sur 20 matchs de Ligue des Champions, c'est sa compétition. Donc, je l'attends là-dessus. Mais je l'attends aussi parce qu'il doit libérer ce duo offensif, un Greenwood et un Peixao qu'on attend naturellement, plus décisif, moins défensif. Mais est-ce que c'est la tactique ? Est-ce que c'est pas la tactique de Zerbi ? Maintenant, il répète les efforts. Et je l'attends en Ligue des Champions parce qu'il avait été un cran en dessous peut-être contre Newcastle, mais ça n'avait pas eu d'impact. Il avait été buteur la semaine précédente contre Nice. Là, c'est plus délicat. Et Greenwood, qui ne peut pas être l'homme d'une seule occasion, comme face à Lille. C'est pas possible. Il doit être plus performant. Et cette occasion-là, je sais très bien que si elle est dedans, c'est pas pareil. Mais elle n'est pas dedans. Donc, c'est pas pareil aussi. Voilà. Donc, libérer des espaces pour pouvoir frapper de loin. En tout cas, ce sont les joueurs que j'attends. Et évidemment, je ne cache pas les autres de cet effectif. Alors, on va voir mes prédictions avec mon partenaire qui vous offre 10 €. 10 € offerts avec le lien qui est dans la description. 10 € offerts sans dépôt. C'est cadeau. Vous vous inscrivez, vous avez 10 € offerts sur votre première inscription. Vous avez également jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari s'il est raté. Donc, c'est remboursé en free bet. Et je vous rappelle évidemment, comme c'est indiqué sur l'écran, que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures.
Voilà, et comme vous le savez, ça m'aide également beaucoup pour le développement de la chaîne. Alors on va voir mon prono, quel est le favori de cette rencontre? Eh bien c'est bien Marseille qui est favori pour cette rencontre à 2,30. L'OM coté à 2,30 pour une victoire à l'extérieur. 83% des parieurs d'ailleurs ont joué l'OM sur cette rencontre. Le match nul qui est à 3,82 et l'Union Saint-Gilloise qui est à 3. Par rapport à ce que je vous ai montré, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je ne vois pas, après la performance face à Lille, comment cet OM peut aller gagner à l'Union Saint-Gilles. Honnêtement, je ne vois pas. Et donc, c'est soit on prend 2-0 dans la première demi-heure et le match est plié et c'est fini. Et je ne dis pas qu'on dit bye-bye à la Ligue des Champions, mais ça veut dire qu'on n'a pas les attributs pour aller jouer cette Ligue des Champions et qu'on risque d'être dans une semaine très délicate. Après Lille, si on perd contre l'Union Saint-Gilles, le match face à Monaco, il aura une saveur particulière. Et il faudra s'attendre à beaucoup de remue-ménage dans les jours qui nous attendent d'ici Monaco. Et dans l'autre sens, si tu joues avec les attributs que tu as montrés au Sporting, avec la deuxième mi-temps que tu as montré face à Newcastle, même la première que j'ai trouvée bonne, mais il ne faut pas louper ton entrée de match. Si tu arrives, parce que je rappelle, dans le premier quart d'heure à l'Atalanta, on a un penalty contre nous. Contre Newcastle, on encaisse un but. Contre le Sporting, c'est Balerdi qui prend un jaune sur sa première situation délicate. Contre le Real, on prend le bouillon. Et on a un grand roulis. Donc la ligne directrice de ces rencontres-là en Ligue des Champions nous montre que le premier quart d'heure, on est souvent mis en difficulté. Et encore plus dans la période actuelle avec le but encaissé contre Lille. Si tu es dans cet état-là, c'est mort. On oublie. Et on perd le match. Maintenant, tu es en Ligue des Champions, tu dois réagir, tu dois avoir l'orgueil de réagir, tu dois avoir les attributs, le courage, la détermination, les mots employés par Roberto De Zerbi. Et je suis inquiet parce que je ne sais pas ce qu'il a pu dire à ses joueurs et est-ce que ces joueurs vont réagir réellement par rapport au non-match, au néant face à Lille. Je ne sais pas. Donc, si je suis honnête, je ne vois pas l'OM gagner cette rencontre. Je reste supporter après. Et donc, je me dis que ne pas perdre, jouer le match nul, ce serait un bon résultat, histoire de faire le dos rond. Maintenant, je n'enlève pas ce que j'ai dit. Le deuxième du championnat de France, ou le troisième actuel, le deuxième de la saison dernière, doit battre le champion de Belgique. C'est pas faire injure à nos amis belges. Si vous regardez, c'est pas vous faire injure. Je dis juste ça par rapport à la qualité intrinsèque de chaque équipe. Et en Coupe d'Europe, on doit être meilleur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mon prono pour cette rencontre, c'est que si on joue comme quand on a joué contre Lille, c'est l'Union Saint-Gilles qui va l'emporter. Et j'ai la faiblesse de penser que l'OM va avoir une réaction d'orgueil et que l'OM ne perdra pas cette rencontre. En tout cas, ce n'est pas un match qui est rédhibitoire. Si la défaite existe, elle ne sera pas rédhibitoire pour la qualification en play-off. Il restera toujours 2 rencontres, mais le signal envoyé sera très mauvais. Voilà. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dites-moi votre pronostic pour cette rencontre. Nous, on se retrouve ce mardi en débrief live, quoi qu'il arrive évidemment, au plus tard ce mardi. Je vous retrouve sur Insta avec le débrief de la conf de presse que je vous partagerai en post. Donc, je vous invite à venir me suivre sur Insta. Et puis, on se retrouve évidemment mercredi matin pour le débrief à froid, quel que soit le résultat. Même si je ne suis pas dans mon studio, je suis présent avec l'ordi, le matériel et prêt à vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous un bon avant-match. Allez l'OM et je suis curieux d'avoir votre prono en commentaire.